Alors aujourd'hui, j'espère que vous êtes en forme parce qu'on va se concentrer sur les frères Diaz, plus précisément sur la boxe des frères Diaz. On va regarder les techniques fétiches de Nate Diaz, on va regarder les techniques fétiches de Nick Diaz, on va s'amuser, on va kiffer et surtout n'oubliez pas, Stockton motherfucker 209. Vas-y, stop. Non, c'est fini quand même. Bonjour et bienvenue dans Pauline Indie Game, épisode numéro 2. 2, c'est un peu le numéro qui va définir cet épisode parce que c'est le deuxième de la série. On va parler de 2 combattants et tenez-vous bien, on est 2 pour le filmer. Mais avant de commencer, un petit mot sur notre sponsor Red Shadow Legends. Red Shadow Legends, pour les quelques malchanceux qui ne connaîtraient pas, c'est le MMORPG sur mobile du moment qui rassemble des centaines de milliers de joueurs dans un univers fantasy bien chatoyant, bien riche et ma foi fort stylé. C'est un jeu qui permet de se bastonner avec des boss redoutables dans le cadre d'une campagne solo ou de s'affronter et de s'humilier entre joueurs pour les plus compétitifs d'entre nous. Si cela vous intéresse, vous pouvez trouver les liens en description de la vidéo pour télécharger ce jeu sur mobile ou sur votre PC. Outre le gameplay et l'univers fantasy, ce qui est sympa dans ce jeu, selon mon opinion, c'est l'aspect collect. En effet, un des intérêts principaux de Red Shadow Legends, c'est la véritable variété de ses champions. Il y en a des centaines, donc on peut prendre un certain temps et un certain plaisir à les collectionner, les améliorer, les modifier. Parce que certains, comme Rust, collectionnent les darons et d'autres, comme nous, collectionnent les champions sur Red Shadow Legends. Elle est réelle celle-là. À ce propos, il existe une toute nouvelle faction au sein de laquelle vous pourrez recruter vos champions, le clan de l'ombre. Moi j'aime bien cette faction car elle a un look clairement inspiré du Japon féodal avec des champions aux allures de ronin, de samouraï, de ninja, de geisha et autres joyeusetés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on attend? Alors, on n'hésite plus et on court télécharger ça. Rien que ce mois-ci, Red Shadow Legends propose 11 nouveaux champions légendaires, 200 nouvelles missions et 5 nouveaux niveaux de difficulté. Franchement, que demande le peuple? Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout et merci à notre sponsor Red Shadow Legends. Aujourd'hui, on parle des frères Diaz et plus précisément en fait de la boxe des frères Diaz. Et en fait, moi, quand je pense aux frères Diaz, il y a un truc qui m'a frappé récemment. Je voulais faire cet épisode et je cherchais un peu à droite à gauche et je bagnaudais sur les forums pour voir les opinions sur les frères Diaz. Et il y a une idée reçue en fait à propos des frères Diaz qui m'énerve un petit peu, c'est qu'ils ont la même boxe, qu'ils sont à peu près en fait en copie conforme au niveau de leur striking. Et moi, je trouve que c'est pas vrai. Certes, il y a des points communs, il y a des objectifs communs, mais il y a des différences fondamentales entre les deux et dans leur façon de procéder dans l'octogone. Donc on va se concentrer là-dessus aujourd'hui. Quand on parle du striking des frères Diaz, c'est vrai que de prime abord, de première impression, il y a des points communs. Tous les deux, c'est des gauchers, enfin des fausses pattes plutôt, on verra, la distinction et l'importance. Ils font à peu près la même taille, hein, c'est 1m85, 1m83, 1m85 pour Nick Diaz, 1m83 pour Nate Diaz. Ils ont tous les deux une boxe en volume, on pourrait dire, ils cherchent à saturer de coups leur adversaire. Mais dans le fond, il y a des petites différences en fait, enfin des petites différences, plutôt des différences d'importance entre les deux, qui font que même s'ils visent la même stratégie, à savoir noyer de coups leur adversaire, ils vont utiliser des méthodes différentes pour parvenir à cet objectif. Donc on peut dire qu'ils ont la même stratégie, mais ils ont des moyens tactiques différents. Donc pour moi, les deux différences, il y a deux différences qui expliquent les disparités entre le style de boxe de Nate Diaz et le style de boxe de Nick Diaz. La première différence, c'est la différence entre une fausse patte traditionnelle et une fausse patte convertie. Alors je vous dis ça, ça va vous paraître abstrait, mais on va vous expliquer et on va surtout illustrer avec des exemples, bien sûr, vidéo à l'appui pour illustrer ce propos. Et la deuxième différence, à mon sens, elle tient plus lieu à la morphologie en fait, de Nate Diaz et de Nick Diaz et surtout dans les catégories de poids dans lesquelles ils évoluent. Nate Diaz, il a surtout fait sa carrière en lightweight. Et bon, il a fait quelques combats welterweight, mais c'était surtout des combats contre des combattants qui provenaient de la catégorie lightweight. Et donc il a toujours eu plus ou moins un avantage d'allonge et de taille sur ses adversaires. Tandis que Nick Diaz, il a évolué à la fois dans la catégorie middleweight et dans la catégorie welterweight. Et donc il avait un avantage peut-être moins grand et peut-être même parfois ça lui arrivait de combattre des adversaires plus grands ou de la même taille. Donc il a dû avoir une approche différente pour installer sa boxe. Donc ce sont les deux différences clés qui vont en fait nous guider dans notre analyse. Donc la première différence, alors on a parlé de fausses pattes traditionnelles et de vraies fausses pattes, qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien une fausse patte traditionnelle, c'est donc quelqu'un qui a le pied droit en avant, qui va se mettre en position donc de gaucher, mais dont le point fort, l'emphase va être son bras arrière. Il va chercher à porter la puissance sur son bras arrière. Donc il a le bras droit en avant,
et le bras, son bras fort, c'est le bras arrière. Ça, c'est une fausse patte traditionnelle. Les fausses pattes converties, c'est des gens qui sont en fait dans la vie de tous les jours des droitiers naturels, mais qui vont se mettre en fausse patte et non pas en orthodoxe, et qui du coup vont avoir leur point fort non pas à l'arrière, mais à l'avant, sur le bras avant. Nate et Nick Diaz, ce qui est très intéressant, c'est que tous les deux sont des droitiers dans la vie de tous les jours, mais Nate Diaz est une fausse patte traditionnelle et Nick Diaz est plus une fausse patte convertie. À savoir que Nate Diaz va mettre l'emphase dans ses combinaisons sur son bras arrière, tandis que Nick Diaz, pour le coup, va mettre l'emphase sur son bras avant. On va illustrer ça tout de suite. Donc comme on l'a dit, Nate Diaz est une fausse patte traditionnelle qui va chercher à mettre tout son pouvoir de KO, même sa puissance de frappe sur son bras arrière, tandis que Nick Diaz, lui, va chercher à mettre sa force sur son bras avant. Et ça va se ressentir dans les combinaisons. Pour illustrer ça, on va parler des deux, on va dire, types de combinaisons fétiches de Nate et Nick. Nate, ça va être son 1-2, qu'on ne présente plus, hein, qu'il fait à chaque combat. Et Nick Diaz, ça va être un peu plus compliqué, c'est juste, on va expliquer un peu le rythme et le principe en fait de ces combinaisons. C'est-à-dire que Nick Diaz, il cherche à évoluer en combinaison, mais souvent la force qu'il va mettre sur ses coups, ça va être en crochet du bras avant. C'est-à-dire il va faire plusieurs coups où il va toucher légèrement son adversaire, mais c'est plus pour monter sa garde ou pour descendre sa garde pour ensuite placer sa force dans le bras avant. Donc on va commencer par le 1-2 de Nate Diaz. Et d'ailleurs, vous voyez, là je me suis bien mis, petit faux raccord là, petite configuration pour bien le faire. Donc le 1-2 de Nate Diaz, c'est intéressant parce que Nate Diaz, quand on regarde un petit peu, il fait quasiment tout le temps la même combinaison dans ses coups. Debout dans sa boxe, on va dire. On ne parle pas de son jeu de kicking, on ne parle pas de son jeu au sol, on ne parle pas de son jeu de clinch. Mais quand il est à distance de boxe, la combinaison qu'il place le plus souvent, c'est généralement son 1-2, c'est-à-dire son jab et son direct du bras arrière. Alors on pourrait se dire que c'est quand même dingue, vu le nombre de combats qu'il a fait, qu'il continue de toujours toucher avec cette combinaison qui est quand même assez basique. Ben c'est parce qu'en fait, Nate Diaz, il a tout un arsenal de feintes, de procédés pour placer son 1-2. C'est-à-dire la technique, elle reste la même, il ne va pas véritablement changer sa combinaison, mais tout ce qui est en préambule de la technique pour placer cette technique, toutes les diversions, tous les setups, tous les maquillages, si vous voulez, de la technique, vont différer. Il en a tout un tas. On va en présenter quelques-uns pour vous expliquer. Donc le premier exemple, ça va être face à Koji Oishi. Je voudrais certainement pas écorcher son nom, hein. Donc c'était le deuxième combat professionnel de Nate Diaz, donc c'est assez intéressant parce qu'on voit que dès son deuxième combat professionnel, il y avait déjà un style qui était déjà installé et qui perdurera. Donc petit exemple de comment il établit en fait comment il place son 1-2. Là, on voit clairement qu'il est contre Koji Oishi et qu'il est à une distance trop éloignée en fait pour déclencher son 1-2. Et il va tromper en fait Koji Oishi, c'est difficile à prononcer, hein, sur la distance. Donc comment il va faire? Là, on voit qu'il lance. Alors je sais pas si on voit bien sur la vidéo parce que la qualité elle vaut ce qu'elle vaut. Il fait plusieurs gestes du bras avant pour attirer en fait de haut en bas pour attirer la garde de Koji Oishi vers le bas. Au même moment, ce qu'il va faire, regardez bien le pied. C'est pas son pied avant qui va avancer, parce que s'il avance du pied avant, ça va donner une information à Koji Oishi qui va reculer. Donc en fait, il va avancer le pied arrière. Et on voit que c'est le pied arrière qui avance avant le pied avant. Regardez bien. Tac, tac, tac. Et là, en fait, une fois qu'il a attiré, que la main se baisse, il passe par-dessus avec un crochet jab, et il passe son 1-2. C'est qui le patron? Et moi. Donc deuxième technique qu'il emploie pour passer son 1-2, cette fois-ci c'est contre Michael Johnson. Et d'ailleurs Michael Johnson, on va lui en devoir une belle parce que dans ce combat, c'était un peu la foire au 1-2. Hein. Nate Diaz, il en a passé plusieurs, donc c'est un combat qui va nous servir pour plusieurs exemples. Là en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va en fait attirer Michael Johnson à lui. Alors c'est un peu compliqué à montrer en image par image malheureusement parce qu'il y a une question de rythme en fait et de timing. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant cette séquence, là ils se sont tous les deux replacés dans une distance, on va dire, hors de danger. Les deux ne sont pas à distance de frappe. Et précédemment, en fait, Nate Diaz a fait plusieurs retraits, en fait. Il a habitué, en fait, Michael Johnson à l'idée que lorsque Michael Johnson rentre dans la distance de frappe, Nate Diaz recule et cherche à placer un crochet en check. Là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au moment, après l'avoir habitué à reculer, au moment où Michael Johnson va rentrer, en interception, c'est-à-dire au moment où Michael Johnson rentre, Nate Diaz va déclencher son 1-2. Comme ça, en fait, il n'a pas besoin de faire l'effort d'avancer sur lui pour lancer le 1-2. S'il le faisait, ça se verrait, en fait. Il va, en fait, attirer, il l'a invité pour attaquer. Donc, on voit, là, ils se sont replacés tous les deux. Et là, Michael Johnson rentre dans la distance. Et on voit bien, directement, au moment où Michael Johnson rentre dans la distance de Nate Diaz déclenche le 1-2. Tac, tac. Et boum.
Toujours contre Michael Johnson, je vous avais pas menti, il y a plusieurs setups qui ont été utilisés, plusieurs différents setups qui ont été utilisés contre Michael Johnson pour passer le 1-2. Là en fait, Ned Diaz va se servir de son kick game. Il va en fait commencer sur un front kick qui va toucher Michael Johnson et ensuite il va en fait envoyer le front kick jambe avant, enfin plutôt une feinte de front kick et reposer sa jambe un peu plus en avant pour pouvoir être à portée de frappe et à portée de punch et envoyer son 1-2. Donc là, on voit déjà la technique de front kick qui touche, tac. Et là, regardez bien, on ne voit pas très bien parce que, bon, évidemment, c'est cuté en plan américain, comme diraient les autres. Mais il va commencer par envoyer sa jambe, il va la repositionner en avant et envoyer le 1-2. Hop, l'attention de Michael Jackson est en bas, la jambe arrive. Et là, il ne lance pas le front kick, il avance, il rentre en distance de frappe et il y a son 1-2 qu'il peut passer. Donc voilà quelques exemples de setup utilisés par Ned Diaz pour passer son fameux 1-2. Et ça marche plutôt bien parce qu'il arrive généralement à le placer, et ce malgré que c'est un coup que chacun de ses adversaires attend de lui. Donc voilà, maintenant on va passer à Nick Diaz. Alors Nick Diaz, à la différence de Ned Diaz, c'est pas une fausse patte traditionnelle. Lui, sa force, il va le mettre sur le bras avant. Et il va pour ce faire utiliser plusieurs combinaisons, et des combinaisons qu'il va rallonger. C'est un peu ce qui le distingue de Ned Diaz, c'est-à-dire que tous les deux sont des swarmers, tous les deux vont essayer de noyer l'adversaire sous un haut volume d'attaque, mais Ned Diaz, il va fonctionner plutôt par séquence de 1-2 coups. Il fait rarement des combinaisons de 3 coups, Ned Diaz. Ça lui arrive, mais c'est moins fréquent. Tandis que Nick Diaz, il fonctionne plus sur des combinaisons de 2, 3, 4, 5, parfois même 6 coups, on le verra. Et il va chercher, en fait, comme ça, avec des combinaisons de coups assez légers, en fait, à déplacer la garde de l'adversaire, à mobiliser son attention soit en haut, soit en bas. Et une fois qu'il a créé la faille, il va chercher à exploiter cette faille avec son bras avant sur lequel il va vraiment mettre de la puissance. Donc, illustration sur 2 coups, feinte de jab ou jab et crochet au corps. Il monte la garde de l'adversaire en haut et ensuite il place un crochet au corps. Contre Georges St-Pierre. Feinte de jab, on voit bien, c'est une feinte, il ne cherche même pas vraiment à toucher Georges St-Pierre, il se décale, Georges St-Pierre, l'attention, elle est en haut, et là, il va chercher le coup au corps du bras avant. Poum. Exactement la même combinaison, cette fois-ci sur Carlos Condit, c'est exactement la même, c'est quelque chose qu'il fait assez souvent dans ses combats. Feinte du bras avant, Carlos Condit relève la garde, vous voyez, il relève la garde, et là, il va se décaler pour passer le coup sur la zone exposée, toute la partie jambonnaire, comme dirait l'autre. Et voilà. Tac. Donc on l'a dit, Nick Diaz peut allonger la combinaison. Là, on a vu sur 2 coups, mais il peut aussi le faire sur 3 coups. Là, il va faire une combinaison qu'il fait assez fréquemment. Il interpelle son adversaire sur la ligne haute avec un jab ou une feinte de jab. Il va ensuite chercher son corps avec le bras arrière, crochet ou uppercut. L'adversaire va baisser sa garde et il va s'exposer au crochet du bras avant sur lequel il va vraiment mettre le poids et la force. Illustration contre Scott Smith au Strike Force. Donc là, on voit hop, 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 le jab qui touche même pas. Vous voyez, la distance, il y a une grosse différence. C'est juste vraiment pour attirer l'attention. Il se rapproche avec son footwork. Là, il va chercher le coup au corps du bras arrière. Il touche, mais en réalité, il pourrait ne pas avoir touché, ça ne changerait pas grand-chose parce que vraiment, le coup puissant qu'il va mettre, c'est sur le crochet du bras avant, du coup, son bras fort. Et là, en revanche, on sent que l'impact est réel, il touche vraiment là. La même combinaison, cette fois-ci sur Zaromskis, là, on va vraiment voir, on va pouvoir voir avec l'angle que le poids est vraiment mis sur le bras avant lors du crochet. Donc, jab, première étape, le jab, qui là, cette fois-ci, touche. Le coup au corps pour descendre la garde de Zaromskis. Et là, vraiment, le crochet du bras avant. Et là, regardez, clac, là, ça touche. Et on voit bien le mouvement de la tête de Zaromskis, le coup à portée et le coup à portée dur. Et quand je vous dis qu'il peut allonger la combinaison à loisir, c'est pas une formule de style, il peut vraiment le faire. Si vous vous tenez face à lui et que vous ne vous déplacez pas ou vous ne prenez pas de mesures contre-défensives, il va allonger la combinaison ad vitam aeternam. Là, on est contre ad vitam aeternam. On est contre Scott Smith. Et Scott Smith va avoir le malheur d'avoir une petite baisse de régime et de se tenir face à Nick Diaz qui va pouvoir dérouler sa boxe. Donc, il va nous faire la même combinaison en fait. Feinte de jab. Crochet au corps du bras arrière. Le crochet du bras avant sur lequel il va vraiment mettre du poids.
Donc c'est la combinaison qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Et en fait, il va la poursuivre. Et il ne va pas la poursuivre avec le bras arrière. Il va relancer en fait avec un jab. Il va recommencer en fait. Tac. Encore une fois, crochet au corps pour baisser la garde. Scott Smith tombe dedans. Cette fois-ci, il a anticipé. Il ne va même pas le faire au corps. Il va le faire à la tête. Et crochet du bras avant. Et en réalité, je pourrais continuer parce qu'il continue sur une série encore de, je sais pas, 5-6 coups. Mais on va pas le faire, hein, par pitié pour Scott Smith. Donc voilà, ça c'était en fait pour vous montrer la différence de style offensif qui existe entre Ned Diaz et Nick Diaz, du fait en fait de leur condition de vraies fausses pattes, de fausses pattes traditionnelles, et de fausses pattes converties ou fausses pattes, hein, à défaut de meilleurs termes pour ça. Maintenant, on va passer sur l'autre différence qui, à mon sens, explique en fait les distinctions entre le style de Ned Diaz et Nick Diaz. C'est une différence finalement de morphologie et de catégories dans lesquelles en fait les deux frères vont évoluer. Ned Diaz, généralement, il a évolué en fait principalement dans la catégorie lightweight. Et dans cette catégorie, quand on fait 1m83, 85, je ne sais pas exactement, les mesures varient hein, selon Sherdog et Wikipédia, eh ben, on a quand même un avantage de taille sur la plupart de ses adversaires. Et en fait, Ned Diaz, il va se servir de ça pour généralement fausser les distances et attirer ses adversaires dans un piège. Ned Diaz, il ne cherche pas à rester en zone de boxe. Il rentre et il sort. Il a un style un peu de in and out. Il se sert en fait de son allonge et de son avantage en taille pour ça. On va voir comment il trompe ses adversaires. Tandis que Nick Diaz, généralement, il est contre des adversaires qui font à peu près sa taille, parfois qui sont plus petits que lui, mais aussi parfois qui sont plus grands que lui. Et lui, il va chercher, au contraire, à maintenir les échanges. Et pour ce faire, il va utiliser des techniques, par exemple, de dirty boxing. Donc on va voir en fait ces deux méthodes. Exemple à l'appui. Là, on est avec Ned Diaz, on a dit hein, qu'il faussait les distances. Et comment il va faire pour fausser les distances? C'est un truc qu'il fait souvent, vous regarderez dans ses combats. Généralement, il va se tenir en avant, mais de manière exagérée en fait. Normalement, cette garde-là, il devrait pas la tenir. Mais c'est en fait pour donner la fausse impression à son adversaire qu'il est à portée de punch. Là, on le voit face à Takanori Gomi, il est penché en avant, il met vraiment le poids sur sa jambe avant. Quand Takanori va déclencher, en fait, Ned Diaz, il aura juste besoin de se redresser un petit peu, voire de faire un retrait, mais parfois il n'a même pas besoin de faire le retrait pour sortir de la zone de frappe de Takanori Gomi. Là, on voit Takanori Gomi qui pense qu'il est à portée de frappe, il déclenche, et là, on voit que Ned Diaz va tout simplement se relever. Hop, et vous voyez, il s'est juste redressé, il n'a pas reculé le pied, il n'a pas fait de retrait, véritablement, là, il est juste droit, il est dans une position, on va dire, naturelle. Et dans cette position naturelle, en fait, Takanori Gomi ne le touche pas. Et là, Takanori Gomi s'est exposé. Alors bien sûr, il peut s'en servir de méthode défensive, mais généralement, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il s'en sert de manière contre-offensive. Là, il va en fait attirer Conor McGregor, qui va déclencher son 1-2. Et sur le 1-2, en fait, Ned Diaz va pouvoir faire un retrait de buste et déclencher son crochet du bras avant. Donc, hop, il a faussé la distance. Vous voyez, en fait, il n'y a même pas de pas en arrière. Hein. Il se redresse juste, il se penche un peu en arrière. Le deuxième coup arrive. Bon, là, il se trouve qu'il touche Ned Diaz. Mais néanmoins, le crochet, là d'ailleurs, c'est un slapping crochet. Hein, c'est Stockton slap check hook, hein, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, touche Conor McGregor. Et ça, c'est une combinaison qu'il fait, mais quasiment, enfin, c'est un piège qu'il utilise dans beaucoup de ses combats, Ned Diaz. D'ailleurs, dans le même combat, il reproduira la même technique. Vous voyez, là, il est un peu en avant, il est penché, on voit son corps légèrement en diagonale. Hop, Conor McGregor déclenche sur le 1-2. Ned Diaz, là, pour le coup, accentue son retrait de buste parce qu'il a vu qu'il avait été touché sur la première technique. Là, le coup passe et ne touche pas Ned Diaz cette fois-ci. Et Ned Diaz, qui a un avantage de taille, pas forcément d'allonge, mais de taille sur Conor McGregor, va pouvoir le toucher avec la Stockton slap. Bien sûr, c'est une idée en fait générale. Hein. Il va utiliser cette technique, mais de différentes manières. Il peut l'utiliser en se tenant face à son adversaire lors des périodes de répit pour l'inviter à engager, mais il peut aussi utiliser le même principe lorsqu'il attaque. Là, il va attaquer Takanori Gomi et il va volontairement se pencher et s'engager un peu de trop. En fait, il va trop s'engager, c'est visiblement une erreur, mais c'est pour en fait attirer Takanori Gomi sur le retour pour ensuite déclencher sa propre combinaison. Illustration. Donc là, Ned Diaz déclenche et se penche véritablement sur son coup. Takanori Gomi va envoyer le contre. On voit là qu'il arme le contre. Il envoie le contre.
Nate Diaz n'a même pas besoin de faire un in and out vraiment conventionnel, hein, il n'a même pas besoin de reculer, il fait juste un léger retrait de buste. Hop, le contre passe à côté. Et là, bon bah évidemment, sanction, hein. Le retour. Tac. Alors Nick Diaz, à la différence de Nate, il va pas souvent bénéficier d'un avantage d'allonge sur ses adversaires parce qu'il évolue dans des catégories supérieures, welterweight, middleweight. Et donc du coup, en fait, il n'aura pas la possibilité d'utiliser un jeu de in and out ou de retrait et de contre comme Nate Diaz. C'est à lui de porter le combat, c'est à lui d'avancer sur ses adversaires. Donc il a un jeu offensif qui est beaucoup plus développé en fait que Nate Diaz. Et généralement, ses adversaires sont pas stupides, ils vont pas rester en face de lui et subir sa boxe en volume. Ses adversaires vont chercher à se déplacer. Donc c'est pour ça que Nick Diaz, plus que Nate Diaz, il a développé tout un arsenal technique d'accrochage, de dirty boxing, c'est-à-dire de boxe sale, où il va venir accrocher son adversaire, l'empêcher de se déplacer pour pouvoir développer son anglaise. Illustration avec Katsuya Inoue. Et franchement, en dirty boxing, Nick Diaz, il a vraiment un bon savoir-faire technique. Là, on le voit contre Katsuya Inoue, il vient de déclencher un coup du bras avant qui l'a mis un peu trop près face à Katsuya Inoue. Et là, vraiment, il y a un risque qu'il se fasse mettre au sol. Il est engagé et il est dans une position désavantageuse. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir contrôler le bras de Katsuya Inoue qui pourrait passer en underhook, qui pourrait permettre à Katsuya de changer de niveau pour tenter une amenée au sol. Donc, il va venir le contrôler d'abord du bras avant, et puis il va placer le bras arrière pour que le bras avant qui contrôlait ce bras de Katsuya Inoue puisse se placer en underhook, alors là on ne le voit pas évidemment dans cet angle-là, et permettre à Nick Diaz dans un premier temps de pousser Katsuya Inoue. Donc on voit là, le bras arrière contrôle le bras avant de Katsuya Inoue, le bras avant de Nick Diaz va chercher à pousser Katsuya Inoue. Tac, 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 alors là on ne voit pas mais il se place en underhook. Et là, ce bras, une fois qu'il a poussé, qu'il a nullifié la technique, le risque de takedown de Katsuya Inoue, il va venir passer son bras avant sur la nuque de Katsuya Inoue pour ensuite déclencher ses techniques en dirty boxing. Tac, là vous voyez bien, main sur la nuque, il contrôle la tête de Katsuya Inoue. Et là, le bras qui va se libérer dans le mouvement, va lui permettre d'attaquer Katsuya Inoue en uppercut et en crochet. Là, vous voyez bien, hop, uppercut et re-uppercut. Et il continue de contrôler la tête de Katsuya Inoue. Alors parfois, Nick Diaz va pas développer une telle finesse de jeu, hein. Parfois il va juste accrocher son adversaire et le bourrer façon Danfry Takayama. Hein. Là, exemple avec Keiji Nunes au Strikeforce. Il tient la nuque d'un côté et il va enchaîner les crochets du bras libre, on va dire, sur Keiji Nunes. Tac, crochet et recrochet. Et il continue. Donc c'est pas très très fin techniquement, mais l'objectif est réalisé. Il maintient son adversaire dans une position désavantageuse où il peut utiliser sa boxe en volume. Ce qui est intéressant de noter avec Nick Diaz, c'est qu'il a l'habitude de cet exercice. Il va vraiment anticiper les réactions de ses adversaires. Là, on est toujours contre Keiji Nunes. Keiji Nunes qui a déjà eu à subir la dirty boxing de Nick Diaz. Là, Keiji Nunes va essayer de sortir en fait du bras qui lui tient la nuque. Il va donc faire un mouvement de U, de bob and weave, hein, pour ceux qui parlent anglais, hein, pour sortir en fait du clinch de Nick Diaz. Mais Nick Diaz, il a l'habitude de ça. Il sait où va se trouver la tête en fait de Keiji Nunes au moment où il sera sorti de sa préhension. Et il va tout de suite l'allumer avec le bras qui sera libre. Donc on voit Keiji Nunes qui fait son mouvement de bob and weave pour sortir. Hop, 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 hop. Et Nick Diaz, il sait déjà où est-ce qu'il va ressortir. Il a déjà préparé le point en attaque. Et Keiji Nunes qui pense sortir, eh ben, se retrouve cueilli à froid. Il tombe de carré dans Silla. Un des autres trucs qu'on peut évoquer chez Nick Diaz et qui me plaît, tu vois, ça me plaît de l'évoquer parce que c'est quelque chose qu'on voit pas assez souvent, je trouve, en MMA, c'est des techniques de boxe un peu old school. Nick Diaz, en fait, il a vraiment un style qui est très particulier et qui le différencie un peu de Nate Diaz. Il aime bien, en fait, parfois se mettre dans des situations où il propose un échange à son adversaire. Mais son adversaire ne sait pas, en fait, qu'il est dans une position un peu équivalente. Une de ces positions qu'il affectionne particulièrement et qui lui permet, en fait, de surprendre son adversaire et d'attaquer de manière quasiment impunie, c'est la position front contre front. Là, il est en situation de clinch, en fait, et il va venir poser son front contre le front de l'adversaire. En faisant ça, en fait, il va se mettre à l'abri des retours de l'adversaire. Il est trop près, en fait, pour que l'adversaire puisse l'attaquer avec un crochet ou un uppercut. Et il est trop près aussi pour que l'adversaire puisse l'attaquer avec un coude. En fait, ce que doit faire l'adversaire, c'est sortir, en fait.
Et sauf que si l'adversaire sort à ce moment-là, il rompt le contact avec le front de Nick Diaz. Donc Nick Diaz, il n'a même pas besoin en fait de voir où est l'adversaire, il sentira où en est l'adversaire. Et si l'adversaire rompt le contact, il terminera sa combinaison sur un crochet du bras avant au niveau de la tête. Donc là, il se met en front contre front face à BJ Penn. Et il va même pas chercher à faire du clinch, il va juste marteler les côtes de BJ Penn. Tac, tac, et tac. Alors, pourquoi je disais que c'était une situation en fait d'échange? En réalité, BJ Penn, il pourrait faire la même chose que Nick Diaz. Il pourrait lui aussi marteler au corps. Sauf que BJ Penn n'a pas l'habitude de cet exercice et peu d'adversaires l'ont. Donc la première réaction, ce n'est pas d'échanger au corps comme le ferait Nick Diaz. Et donc ça donne un avantage, un peu un facteur de surprise pour Nick Diaz. Et il termine sur un crochet du bras avant. Paf. Donc voilà, j'espère qu'à l'issue de cette vidéo, vous verrez vous comprendrez qu'il y a des différences entre la boxe de Nick Diaz et la boxe de Nate Diaz. C'est des différences qui s'expliquent par des caractéristiques qui leur sont propres. Nate Diaz a son bras fort vers l'arrière, donc il va privilégier les combinaisons resserrées, les 1-2, et Nick Diaz a son bras fort vers l'avant. Il va chercher vraiment à placer son poids à l'issue de ses combinaisons sur les attaques du bras avant. C'est aussi des différences qui sont dues aux adversaires auxquels ils font face. Des adversaires qui sont généralement plus petits pour Nate Diaz, qui lui permet de mettre en place un jeu de retrait contre-défensif, et plus grand ou au moins de la même taille pour Nick Diaz, qui le force en fait à venir vers l'adversaire et à croiser le fer et voire à l'accrocher pour développer sa boxe. Maintenant, on va terminer sur un petit mot sur la technique qui a fait la gloire et la réputation des frères Diaz, la Stockton Slap ou la provocation, l'art de la provocation. Et on verra que là encore, la Stockton Slap de Nate Diaz et la Stockton Slap de Nick Diaz visent des objectifs différents. Généralement, Nate Diaz, il va utiliser la Stockton Slap, la gifle de Stockton, pour pas faire d'anglicisme, afin de calculer la distance qu'il sépare de son adversaire pour pouvoir placer son 1-2. Illustration avec Conor McGregor, ils sont tous les deux dans leur position respective. Nate Diaz déclenche la Stockton Slap, il voit qu'il a la distance de frappe. Là, il a calculé à peu près la distance qu'il sépare de Conor McGregor, et surtout, il a vu la réaction de Conor McGregor qui cherche à partir vers le côté pour esquiver le jab. Et là, il va pouvoir déclencher son 1-2. Parce qu'il a la bonne distance et surtout, il a un peu une information sur le mouvement que va faire Conor McGregor pour esquiver ses attaques. Hop, et là, il déclenche son 1-2. Boum. Et reboum. Nick Diaz, à la différence de Nate Diaz, il ne va pas utiliser la Stockton Slap pour préparer ses attaques, pour jauger la distance et pour ensuite attaquer. Il va utiliser la Stockton Slap pour forcer l'adversaire à venir à lui. En tout cas, pour le pousser, l'inciter à venir à lui. Parce qu'un des gros défauts de Nick Diaz, c'est qu'il a du mal en fait à enfermer son adversaire. Et c'est capital pour Nick Diaz d'enfermer son adversaire. Comme on l'a vu, sa technique offensive, c'est de la boxe en combinaison, c'est du dirty boxing. Il doit maintenir en fait une distance d'anglaise avec son adversaire. Le problème, c'est que pendant longtemps, en fait, la plupart de ses adversaires qu'on mettait en face de lui au Strikeforce, c'était des strikers qui cherchaient pas vraiment à l'esquiver, qui cherchaient à lui rentrer dedans. Et ça rentrait dans le jeu de Nick Diaz. Nick Diaz, il cherche à maintenir cette distance d'échange. Quand il est arrivé à l'UFC, une des difficultés à laquelle il a dû faire face, c'est de rencontrer des adversaires qui ne voulaient pas en fait rester dans l'échange. Et parmi ces adversaires, on se souvient tous de ce combat qui nous a tous marqué, Carlos Condit. On s'imaginait que ça allait être une baston, que ça allait être une guerre, et en fait Carlos Condit, pas folle la guêpe, il a compris quelles étaient les forces de Nick Diaz, il a cherché en fait à lui tourner autour pendant tout le combat. Et ça a beaucoup frustré Nick Diaz qui, à défaut de pouvoir cutter l'octogone et à défaut de pouvoir pousser Nick Diaz contre la cage afin d'installer sa boxe anglaise, il va chercher à le provoquer et à en appeler, à en heurter sa fierté pour l'inciter à attaquer. Donc on se souvient tous de cette séquence. Là, ça fait déjà, quelques minutes que Carlos Condit tourne autour de Nick Diaz. Stockton Slap, bien humiliante. Alors en plus, tellement humiliante que ça a été cuté par les caméramans de l'UFC. Et là, Carlos Condit, il rentre pas dans le piège, malheureusement pour Nick Diaz. C'était ce que cherchait Nick Diaz véritablement, c'est vraiment à faire venir Carlos Condit à lui. Voilà, c'était ma petite pièce sur la boxe des frères Diaz, la Stockton Boxing. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si vous voulez que je me penche sur le style de tel ou tel combattant, n'hésitez pas à le dire, ça me fera plaisir.